cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de notre émission Les Murmures du Lac Immobilier Histoire sur les ondes toujours en direct de Radio Grand Lac à 17h un jeudi sur deux. Ravi de vous retrouver pour partager un nouveau chapitre de culture immobilière. Aujourd'hui, on va parler gestion location. C'est un sujet qui est toujours sous les feux de l'actualité pour tout un tas de raisons. On touche à des questions du quotidien qui parleront un petit peu à tout le monde, des sujets où on a diverses croyances, diverses avis bien sûr, et on va essayer de décortiquer un petit peu ce gros sujet ensemble. Et pour ce faire, j'ai la chance de recevoir Maude Binet, notre directrice de notre nouveau service location. Merci Maude de ta présence. Merci. C'est toujours un exercice difficile, mais on est bien accueillis. Voilà, c'est vrai que Maude, elle a bien sûr un agenda qui commence à bien se charger. Et voilà. Non, je suis quand même content d'avoir pris ce temps pour vous présenter un petit peu ce nouveau service bien sûr et vous présenter c'est quoi la gestion et la gestion locative. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc on a essayé de décortiquer un peu cette émission en plusieurs parties. Souvent, on nous demande d'expliquer un petit peu ce qui est possible d'être fait en termes de mode de location. On va essayer de décortiquer ça. On peut, par opposition, tout de suite mettre la courte durée, la longue durée, et ce qu'on appelle la location nue ou la location meublée. On va essayer de parler un petit peu de ces quatre idées, quatre thèmes. On va commencer. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu en quoi consiste la courte durée en location? Alors, la courte durée, comme son nom l'indique, c'est des locations qui ont vocation à être de courte durée. Donc, on appelle ça aussi la location saisonnière, location de tourisme. Et en ce moment, on appelle ça la location Airbnb. C'est vrai, pour ne citer que. Bien sûr. Ça parle à tout le monde, en tout cas, quand on parle de ça. Parce que la loi, c'est location immobilière saisonnière, mais je pense que dans le langage courant, clairement, c'est la location Airbnb. Location Airbnb, tout à fait. Pourtant, c'est pas la seule plateforme qu'on utilise, mais on y reviendra peut-être. Et c'est pas les premiers, en plus, à avoir fait émerger ce concept. Bon, je pense au Gîte de France, à ce genre de choses, mais je pense que clairement, ils ont changé les règles du jeu. Ils ont vraiment explosé ce mode de location. Et c'est vrai que c'est comme des marques qui ont tellement été fortes que finalement, on les nomme par défaut. Tout à fait. Donc, location courte durée, on est plafonné à 90 jours de location d'affilée. Consécutive, voilà. C'est-à-dire je peux le louer 3 mois, grossièrement. Voilà. Tu peux le louer 3 mois. Au-delà, tu seras requalifié en location dite classique avec un bail de location longue durée. Du coup, j'imagine, on verra peut-être par la suite, bien sûr, mais qu'au niveau, les obligations légales, administratives ne sont du coup plus les mêmes puisqu'on rentre dans là, on parle de tourisme et de tourisme. Tout à fait. Avec un champ d'application, alors qu'une location traditionnelle, un peu plus, pas du tout les mêmes enjeux. On peut faire tout de suite une petite parenthèse sur le DPE, par exemple, diagnostic des performances énergétiques, qui, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes, mais on n'est pas concerné, en tout cas, encore pour les courtes durées. Alors, on le demande souvent, nous, dans le cadre des mandats de gestion, même dans la location saisonnière. En revanche, la grande crainte des propriétaires relative aux passoires énergétiques, pour l'instant, on n'est pas concerné en courte durée. Voilà, c'est que pour l'instant, on entend un peu là dans les différents hémicycles que oui, ça commence à tchatcher dur. Ils cherchent. De toute façon, la courte durée, l'État a décidé d'en faire quand même de s'attaquer à ce problème entre guillemets. Alors ce problème parce que d'un certain point de vue, certains disent que ça supprime des logements disponibles. Donc forcément, la location était déjà tendue, donc ça l'a tendue peut-être encore plus. Bon, on peut en débattre. Et en tout cas, on sent qu'ils cherchent un petit peu des axes pour embêter un petit peu nos propriétaires, et notamment effectivement ce DPE. Alors,
c'est vrai que quelque part, vous me direz, un DPE, voilà, si l'appartement au bord du lac du Bourget, il est pas très bien noté, bon, en plein mois d'août, bon, je pense qu'il y a pas trop on n'est pas trop embêté, il y aurait pas tellement de sens. Ou si on pense plus largement au sud de la France, ça fait sourire certains de mes confrères avec qui j'évoque le sujet, ils me disent, mais te rends compte? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Voilà, il fait 25 degrés, même au mois de janvier, enfin, bon, c'est moins pertinent. Mais en tout cas, voilà, c'est effectivement une crainte qui pourrait venir. Quelle est, je dirais, la principale motivation à un propriétaire? Quelles sont, voilà, où les principales motivations d'un propriétaire à demander, à confier son bien sous ce mode de gestion? Qu'est-ce que ça va lui apporter qu'une location traditionnelle ne lui apporterait pas? Alors d'abord, je pense à nos propriétaires qui ont des résidences secondaires, appartements, maisons dans le coin, sur le bord du lac, qui cherchent avant tout à en profiter, eux, leur famille. Donc il n'est pas question de mettre en place un bail de longue durée. Pour autant, ça peut être un complément de revenu. Pour certains, ça peut permettre, voilà, juste de peut-être payer la taxe foncière, voilà, payer ses charges de manière à ce que le logement ne soit pas trop coûteux et si on veut, bien sûr, maximiser la rentabilité locative pendant toute l'année, en tout cas les périodes où les propriétaires veulent pas en profiter. Moi, ça me fait toujours penser, quand on était plus petit, au marché de la montagne, où souvent les gens, voilà, avaient leur appartement et louaient quelques semaines, effectivement pas avec un but de rentabilité extrême, mais de se dire, voilà, l'appartement me coûte 5-10 000 euros par an entre la taxe foncière, les charges, l'électricité, enfin, etc. Finalement, voilà, est-ce qu'on peut pas le louer? Bon, moi, février, je viens pas 4 semaines, j'ai que 2 semaines de congé, donc pourquoi pas louer la quinzaine d'à côté? Alors, il y avait souvent, on louait aux copains, à la famille, ou dans son CE d'entreprise, à ses collègues de bureau. Bon, petit à petit, voilà, des agences ont également émergé. Donc finalement, la location courte durée, ça fait des années qu'on le voit. Ce qui est vraiment nouveau, c'est plutôt en ville, en fait, j'ai l'impression. Parce que sur les stations balnéaires, en station de ski, voilà, il y avait déjà un petit peu ces phénomènes, mais ce phénomène, il s'est vachement démocratisé sur tous les territoires. Même en campagne, on a des exemples où les gens sont ravis d'aller passer 2-3 jours dans un gîte un peu rural ou dans une maison un peu typique, voilà, savoyarde, au calme, etc. Donc il y a vraiment une clientèle un petit peu sur tout. On a l'impression qu'aussi les voyageurs, comme on aime bien appeler nos locataires entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des locataires, aiment le côté insolite de certaines habitations, aiment le côté expérience. Ils se font plaisir également, parce que c'est vrai que on connaît le coût, par exemple, des appartements bord de lac avec des vues assez spectaculaires. Bon, l'acheter, ça sera peut-être pas pour demain. Par contre, le louer quelques nuits, ça, c'est dans le domaine du possible. Donc, il y a une notion de plaisir, j'imagine, pour tout ce beau monde. Pour les locataires, en tout cas. Pour les locataires, en tout cas. Mais les propriétaires, je pense aussi, comme tu le dis, en fait, c'est une combinaison gagnant-gagnant. Ils achètent un bien, ils amortissent un petit peu son achat, ils minimisent un petit peu son coût à l'année. Et effectivement, je pense que ça, c'est intéressant. Alors, je dirais que ça, c'est la version un peu, pas idyllique, mais la version un peu, oui, d'une certaine manière, sur le papier, c'est parfait. Dans les faits, il y a aussi et c'est cette, je pense, catégorie d'investisseurs, parce qu'on parle d'investisseurs qui agace peut-être une partie de l'État, parce que peut-être qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas assez de revenus grâce à ça, parce qu'effectivement l'imposition, alors on n'en parlera pas aujourd'hui, on s'est dit qu'on ferait une émission dédiée un petit peu à la fiscalité, parce que c'était vraiment un gros pavé, mais tout ce qui était meublé, courte durée, avait jusqu'alors un traitement de faveur. Pas une niche, mais aussi on pourrait parler un peu de niche fiscale, et finalement tout le monde l'a bien compris, et tout le monde s'est un peu engouffré là-dedans. Jusqu'à peu, pour situer un peu pour nos auditeurs, quand vous étiez en courte durée, vous aviez 70% d'abattement. C'est ça. Alors maintenant, ça a changé. Si je dis pas de bêtises, on doit être dans les 50%, quelque chose. Alors, on aura la réponse définitive au printemps, mais on risquerait de voir l'abattement s'abaisser à 51%. Ce qui reste pas mal. Ce qui reste, clairement. Ça veut dire qu'en gros, vous avez 10 000 euros de loyer, vous serez imposé que sur 50 000. Sur 50 000, que sur 5 000. mais avant, c'était que sur 3 000. Donc, on sent que voilà, il y a quand même le début de quelque chose. Forcément, les investisseurs, quand on leur dit, vous avez votre appartement, au lieu de le louer 1 000 euros par mois, vous allez le louer, je caricature, mais 1 000 euros par semaine. Enfin, je veux dire, c'est humain, tout le monde ferait plus ou moins la même chose, de se dire, oui, je vais quand même faire x3, x4, je serais bien bête de ne pas le faire. Donc forcément qu'il y a eu un engouement par rapport à ça. Et fatalement, on a vu exploser, c'est ce qui a aussi contribué à l'achat, que les studios, les T2 ont également progressé en prix de manière assez significative, puisque c'est devenu des produits
Voilà, on parle même de produits, vous voyez, on fait le raccourci, qui sont devenus très rentables. On arrive à les amortir, ça se rembourse. Pour les meilleurs élèves, on arrive même à dégager ce qu'on appelle du cash flow, donc une somme positive une fois que vous avez payé tout ce que vous avez payé. Donc la courte durée, ouais, on s'aperçoit qu'il y a un côté business très fortement marqué, un côté utilisation personnelle. C'est sûr que c'est génial de se dire, attends, j'ai acheté un appart, je peux le louer, j'y vais quand j'ai envie, je le prête à mes copains, en plus je gagne un peu d'argent. Sur le papier, c'est quand même séduisant par rapport à un bien qu'on va acheter, qu'on va bloquer, qu'on ne verra jamais, ce qui est pas un mal non plus, bien évidemment, mais voilà, c'est quand même pas la même chose du tout. Ok, bon, ça, je pense qu'on voit bien l'esprit. Alors, par opposition, la longue durée, ça, c'est du traditionnel pur. C'est quoi les grandes règles de ces locations? Alors, les grandes règles de la location longue durée. Alors, déjà, la location longue durée, on l'a compris, on est au-delà de 90 jours et c'est, dans le plus clair des cas, le locataire aura vocation à en faire sa résidence principale. 2 types de location longue durée. La première, la location nue. Simplement, elle n'est pas meublée. Alors, la longue durée, bail de 3 ans, qui sera renouvelable tous les 3 ans, pour 3 ans, indéfiniment, de manière tacite. Ce qu'on appelle le 369. Non? Si, on appelle le 369. Et si je dis pas de bêtises, donc ou alors on appelle ça un bail de 89, puisque je crois que ça n'a pas été repris depuis 89, donc ça fait quand même, ça fait plus de 30 ans. Moi, j'aime pas dire 369 parce que ça sous-entend qu'au bout de 9 ans, plus personne n'est chez soi. En fait, c'est tacitement reconductible. C'est vrai, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a parce qu'en plus, on le trouve, en fait, c'est les périodes triennales, effectivement, mais voilà. En fait, dans certaines, il y a plein de légendes dans l'immobilier, c'est vrai effectivement, tu fais bien de le souligner, c'est qu'on a l'impression qu'au bout de 9 ans, tout peut arriver, le loyer va tripler, alors que non, c'est quand même pas si simple que ça. Mais effectivement, donc je pense que tu le présentes de la bonne manière, de dire, voilà, tous les 3, en tout cas, voilà, on peut pas vous mettre dehors comme ça c'est quand même quelque chose d'assez encadré. Voilà. On n'était pas là, ça que j'ai mis un peu la charrue avant les bœufs, là, sur les conditions. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la location nue? Donc le bail, 3 ans. Pour autant, chacune des parties n'est pas engagée, pieds et poings liés pour 3 ans. Le locataire, s'il souhaite partir, il aura un préavis de 3 mois à respecter. Alors, avec des guillemets, puisque dans les zones tendues, on passe à 1 mois et ça y est. À Aix-les-Bains, tu l'as vu, on est passé en zone tendue. Donc le locataire peut se libérer avec un préavis réduit à 1 mois. Ce qui est court, mais zone tendue, ça implique qu'en fait, il y a tellement de demandes que dans le mois qu'on lui octroie, logiquement, l'appartement aurait pas trop de difficultés à se relouer. Exactement. Et donc, c'est un effort que le propriétaire peut accepter. De toute façon, il n'a plus tellement le choix. Maintenant, on lui dit que c'est 1 mois et puis c'est comme ça. Non, mais c'est pas compliqué de relouer dans le secteur. Non, on est d'accord. Le propriétaire, quant à lui, s'il souhaite récupérer le logement, il devra respecter un préavis de 6 mois. Avec plusieurs conditions. Il peut pas non plus le récupérer. Je dirais, alors les conditions sont relativement simples à obtenir, mais travaux, il veut le reprendre pour lui. Voilà, si vraiment il le veut, il l'aura. Tout à fait. Et puis 6 mois, ça laisse le temps quand même de revendre. Tout à fait. La location meublée, longue durée, donc quant à elle, c'est une location qui nécessite que le propriétaire mette un logement à disposition équipé, meublé, accessoires, tout le nécessaire pour que la personne puisse vivre confortablement. Alors, il y a une liste de matériel à prévoir. Après, c'est du bon sens, de quoi dormir, de quoi manger. Voilà, c'est ça. Parce que moi, au début, quand à chaque fois on me demande, mais c'est quoi la liste, etc., je t'avais demandé, tu m'as dit, faut c'est quoi l'appartement? Ils sont 4, 4 fourchettes. Exactement. Alors, il y a une liste quand même sur le site du gouvernement, mais c'est du bon sens. De quoi dormir, un lit, une couette, une couverture, des volets ou des occultants. Voilà, quoi cuisiner. Oui, voilà, vraiment, comme tu le dis, du bon sens pour passer, pour vivre dans un logement sans avoir besoin finalement d'acheter quoi que ce soit. On parle pas de déco, on parle pas d'options, mais l'essentiel est là. Voilà. Là, on signe un bail pour 1 an, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus souple. On peut même descendre à 9 mois pour le bail étudiant. Et sur les préavis, donc 1 mois, même chose pour les locataires. Et le propriétaire, quant à lui, s'il veut récupérer le bien, il respectera un préavis de 3 mois. Ce qui est bien avec ce bail, c'est
quand peut-être les propriétaires se posent des questions, hésitent un petit peu, savent pas trop ce qu'ils veulent en faire, au moins ils savent qu'au bout d'un an, bon, il n'y a pas d'engagement qui va plus loin que ça. Ils pourront le reconduire, pas de problème. Mais s'il a un petit doute, il peut effectivement ajuster, et cette flexibilité, elle est effectivement intéressante. Alors, un sujet moi qui m'intéresse particulièrement, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on vit au quotidien, et je voulais vraiment qu'on essaie de mettre l'accent là-dessus, c'est comment un candidat locataire peut-il mettre toutes ses chances de son côté. Ça, c'est vraiment quelque chose qui je pense est important pour tout le monde, pour les agents immobiliers, pour les propriétaires, pour les locataires. Les agents, c'est bien sûr notre travail de délivrer ce service. Les propriétaires, je trouve ça intéressant également qu'ils s'intéressent à comment nous on va traiter le sujet, puisqu'ils nous missionnent quand même pour ça. Et le locataire, ça, on reçoit tellement de demandes qui sont des fois alors très bien structurées, d'autres pas du tout. Et c'est vrai que c'est quand même un monde. Hein. La location, c'est un sacré bazar, on va se le dire. Et il y a vraiment, c'est très scolaire, j'ai envie de dire. Hein. C'est très administratif, il faut rentrer dans les cases, il y a tout un tas de papiers. On va voir que finalement non, c'est pas si compliqué d'avoir un dossier correct. Alors Maud, moi j'ai envie de louer l'appartement, j'ai vraiment envie de l'avoir, comment faire pour que je sois dans tes petits papiers et que j'ai toutes les chances de louer ce beau T3 qui m'a vraiment plu. Comment je m'y prends? Alors, je vais commencer par te donner la liste des documents qu'il faudra que tu réunisses. Ta pièce d'identité, bien sûr. Ça c'est bon, j'en ai. Tes 3 justificatifs de revenus. Alors, si tu es salarié, tes 3 derniers bulletins de salaire. Si tu es travailleur non salarié, indépendant, 3 bilans. Ok. Le CABIS. Bien sûr. Voilà, tout ce qui a trait à tes revenus. Donc on sait traiter un salarié retraité, ou un non salarié. Ou un retraité, effectivement. Voilà. Bon, salarié, c'est fiche de... Comment on appelle ça? Fiche de paye. Eh ouais. Ça fait longtemps que tu n'as pas été salarié. Non, ça fait longtemps que je n'ai pas été salarié. Mais pour les retraités, je me demandais, tiens, fiche de paye quand même, un salarié, ouais. Alors, les retraités, ce sont les Putain de retraite, avis de on sait pas versement. encore, on est jeunes, nous, on sait pas encore poser ces questions. Mais voilà, ce qui justifie leur revenu. On trouvera bien un terme, on vous dira la prochaine fois. C'est des avis de versement, il me semble, de leur avis de versement, ça me plaît bien, ça, ouais. Je pense que c'est effectivement, ça a l'air de cocher la case. Bon, les 3 derniers justificatifs de revenus. Un justificatif de domicile, le dernier avis d'imposition et la petite cerise sur le gâteau, tes dernières quittances de loyer. Si tu étais locataire jusqu'à présent, c'est pas une obligation et c'est rassurant pour le propriétaire, pour l'agence éventuellement. La même chose pour tes garants, si tu en as. Pareil, c'est toujours mieux, rassurant. Alors, qu'est-ce qui déclenche le garant? Le garant, c'est, mettons, voilà, le loyer est à 800 €. Mettons que j'ai, c'est x3, si je dis pas de bêtises. Donc, faut que mon salaire, mes revenus, peu importe comment on va les appeler. Par contre, si je n'ai pas ça, donc si on dit 800 €, l'appartement, il me plaît, je gagne 2000. Ah, là, je suis un peu court. Alors, en fait... Non, c'est pas ça, j'ai faux. T'as pas faux. Disons que, dans les faits, en tout cas, sur le secteur, voilà, on va pas tellement tergiverser, c'est 3 fois le montant du loyer, point barre. Ou alors tu es étudiant, et alors là, on va chercher les revenus du garant. Ok. Tu nous présentes ton certificat de scolarité, ta carte étudiante, et on regardera les revenus du garant, et on les étudiera de la même manière que le locataire, 3 fois le montant du loyer. Il y a aussi des locataires qui, bien qu'ils présentent les conditions de revenus, ils nous proposent des garants malgré tout. Et ça, c'est toujours appréciable. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que même si je rentre dans les cases et que je suis déjà un candidat solvable, le fait d'ajouter des pièces complémentaires à mon dossier et de prouver que même si j'étais défaillant alors que j'ai quand même les moyens de mes ambitions, bah forcément, c'est rassurant. Tout à fait. Puisque j'apporte une garantie que tu me demandes pas, mais je la donne de bon cœur. Et voilà, attendez, moi j'ai de quoi payer, j'entre dans les x3, et en plus, j'ai mes parents, un oncle qui veut bien se mouiller un petit peu pour moi, et si jamais... Exactement. Intéressant. Et le grand luxe, pour nous, agence, c'est de présenter tous ces documents dans un fichier. Alors, fichier zip, WeTransfer, ce que tu veux. Maintenant, le gouvernement a mis un outil à ta disposition. C'est dossierfacile.gouv, si je dis pas de bêtises, où là, tu télécharges tes pièces et c'est grand luxe, on reçoit un lien et pas 12 mails avec tes fiches de paie, etc. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, je vais imager, c'est que vous vous en doutez, mais
moi je le vois parce que je vois quand ça sonne au téléphone, quand ça sonne dans les agences ou quand on reçoit des mails, etc. C'est que quand on met un bien en location, alors tout dépend un peu la ville, le prix, etc. Mais très souvent c'est des dizaines de demandes. Et en fait c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que forcément quand vous recevez 10 dossiers complets et que vous avez faut déjà vérifier, éplucher, voir si les informations sont cohérentes. Je fais une petite parenthèse, à Paris, j'ai pas mal de mes confrères, leur job c'est de voir si les documents sont vrais. Tellement les dossiers sont truqués, trichés. Après, à Paris, c'est un exemple assez frappant parce que les loyers sont exorbitants. Il y a des stats qui sont sortis là dans la semaine, je sais pas si tu as vu, non, 66% de dossiers falsifiés. Ouais, c'est quand même incroyable. Donc, il y a quand même déjà un gros effort à faire. Je vois Jean-Pierre qui me regarde. Lui, par exemple, on lui a loué sa maison. On sait qu'il nous a menti, mais on l'aime bien, donc on a laissé faire. Mais tout le monde n'a pas la chance de s'appeler Jean-Pierre Germain, et on peut pas être sympa comme ça avec tout le monde. Okay. Et oui, Jean-Pierre, si tu branches pas ton micro, tu peux pas répondre. Mais moi, j'aime bien le prendre comme ça, un petit peu à dépourvu. Je t'aurais. Et mais effectivement, moi mais je trouve ça, normal. C'est anormal de trouver ça normal, mais quelque part ça explique et ça montre la difficulté que ça peut être de trouver un logement, puis un logement décent qui est sympa, à un prix correct, et forcément que les gens en viennent des fois ils sont même de bonne foi. J'imagine que dans ces 66%, il y a des gens qui sont très bien, qui ont un boulot, qui vont payer, il y a pas de problème, mais ils savent qu'il y a peut-être mieux en face, qu'il y a peut-être des meilleurs garants, etc. Donc ça devient un peu le sport national à cette fabrication de dossiers c'est du boulot. Un peu fictif. Moi, ce que je trouve également intéressant, c'est un petit mot. Ça coûte rien, par exemple, une petite présentation. Voilà, bonjour, je m'appelle machin, je suis muté dans la région. Je trouve que parce que finalement, quand on a, j'imagine, comment tu fais pour choisir? Souvent, je te demande, tu me dis, je sais pas qui choisir. Les dossiers sont équivalents. J'imagine que ça va jouer à des petits détails. Alors, je te rejoins sur le petit mot. Ça plaît beaucoup aux propriétaires. Après, nous, malheureusement, on essaye de garder le côté pro et d'être vraiment factuel, de faire des études de revenus, etc. Voilà, on peut pas se laisser prendre au jeu de la séduction avec chaque locataire. Non. Mais c'est vrai que, voilà, un mot, alors sans aller jusqu'à la lettre de motivation, mais disons, juste pour voir à qui on a affaire. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire, par exemple, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est combien de temps la personne va rester. Voilà, on a un projet, on a été muté, on envisage de rester 2-3 ans. Je trouve qu'on a une lecture un peu du dossier qui se parfait. Tout à fait. Et je pense que le propriétaire, ça a du sens aussi un petit peu pour lui de savoir. Alors il y en a qui s'en fichent, il y en a qui nous font confiance, mais il y en a qui ils ont cette envie aussi des fois de trancher, de se dire attendez, c'est moi qui choisirai, présentez-moi les dossiers, exactement. Et puis on verra. Top. Écoute, le temps file, on est dans le timing de la petite coupure musicale. Donc, écoute, Jean-Pierre, on attend ta petite musique avec impatience. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour en direct pour cette deuxième partie de notre émission dédiée à la location et à la gestion locative. Toujours avec notre directrice location Maud. Merci toujours d'être là. C'est pas enfui pendant la petite coupure, c'est bien. On va avoir le plaisir de découvrir cette deuxième partie. Alors, on va être un petit peu scolaire sur les 5 prochaines minutes. On a imprimé un bail de location, classique, traditionnel. Un bail, alors quel type de bail? Un bail là, c'est un bail de location nu. Un bail, tout ce qu'il y a de plus classique, standard, etc. Voilà, on cherche un appartement, on a envie d'y rester un petit peu, qu'on soit jeune, en couple, peu importe. À un moment donné, on a tous envie un petit peu de stabilité, donc on va plutôt essayer de chercher un appartement où on va avoir le plaisir de mettre son lit, ses tableaux préférés, etc. Donc on va se diriger vers un appartement qui sera nu. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu dans ce bail? Alors, moi, je tiens à préciser que j'imagine qu'au fil des années, ça s'est épaissi, nos contrats. Moi, quand j'avais commencé, c'était, sur 3-4 feuilles, on faisait le tour, là, maintenant, c'est un petit peu... ça. Techniquement, le bail, de base, c'est un contrat par lequel le propriétaire s'engage à laisser la jouissance du bien au locataire, moyennant un certain prix. Point barre. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout à fait, il y a du pas droit. mal de clauses. Là, on voit les gens qui ont fait du droit, qui sont droit au but. Bon, alors tout votre baratin là. Non, maintenant ça s'est étoffé, c'est vrai. Alors au niveau, on va faire un bail entre là dans ce cas précis, donc l'agence immobilière
et un particulier, dira-t-on. Voilà, on a d'abord en premier la désignation des parties, donc ça peut être le propriétaire ou Ou le professionnel. l'agence qui représente le propriétaire. Donc qu'on appellera le bailleur, Tout à fait. le locataire. Pour chacun d'entre eux, on détermine le nom, prénom, etc. Et ensuite, l'objet du contrat. Donc là, on va déterminer les locaux, la superficie, l'adresse. S'il y a des annexes, je pense par exemple au garage, à la cave, on les déterminera aussi. Bien mentionner les numéros de lot, j'aime bien. Il faut les retrouver. Exactement. C'est aussi pour ça qu'on demande aux propriétaires, parce que là, on a bien sûr mis l'accent sur le locataire, mais on y reviendra dans une autre émission. Mais bien sûr que le propriétaire, au départ, lui, on lui demande quand même tout un tas de documents, peut-être même plus qu'au locataire, en termes de nombre, à mon avis, entre les diagnostics, son titre de propriété, Exactement. etc. Ça commence à être également significatif. En fait, on identifie ce qu'on loue d'une manière très précise. Voilà, on identifie ce qu'on loue. Là, dans le cas présent, on a également précisé le mode de chauffage. Ok. Parfois, on précise si l'électricité est comprise. Voilà, tout Ok. ce qui est attrait aux charges. La date de prise d'effet du contrat, bien sûr, et sa durée. Donc là, on signe pour 3 ans, puisqu'on est dans le cadre d'une location nue. Et ensuite, les conditions financières. Le loyer, s'il y a des charges, donc ce sont des charges de copro souvent qui vont être répercutées sur le locataire, on les précise également. C'est ce qui explique le CC, souvent dans les annonces immobilières. Exactement. Le charge comprise, par exemple, le loyer peut être de 800 € charge comprise. Et on aura, alors on peut demander le détail tout de suite, mais on peut imaginer que ça soit par exemple 730 € de loyer pur et 70 € de charge. Exactement. Et dans ces charges, on peut avoir tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans ces charges ? Alors, si on parle uniquement de charges locatives, ça va être l'utilisation de l'ascenseur que le propriétaire répercute sur le locataire, puisque après tout, c'est le locataire qui utilise l'ascenseur tous les jours. Idem pour le ramassage des ordures, ce genre de choses. Et il peut aussi prévoir des charges liées à l'énergie, au chauffage, à l'eau. Parfois, dans des logements en copropriété, l'eau est comprise dans les charges, donc c'est le propriétaire qui les paiera et il les répercutera bien sûr sur le loyer du locataire. C'est-à-dire qu'en sa qualité de propriétaire, le syndic de l'immeuble ou son gestionnaire va envoyer, comme de manière traditionnelle, les appels de fonds au propriétaire qui les paye. Tout à fait. Finalement, il les avance quelque part et il répercutera pas tout à fait 100%, mais généralement on dit à peu près 80% de ses charges à son locataire. Effectivement, comme tu le disais, voilà, il suffit que ça soit une chaudière gaz collective. Bon, bah voilà, le locataire aura son contrat électrique à côté, mais il va quand même se chauffer grâce à l'immeuble. Exactement. De fait, les charges seront répercutées. Donc voilà, tout ça c'est clairement établi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de surprise quoi. Au niveau financier, on sait quand même avec une certitude combien et qui doit quoi à qui. Donc ça c'est intéressant. Et c'est là où nous, faut pas s'en mêler les pinceaux aussi, l'agent immobilier, entre les chiffres qui vont se mélanger. Donc il n'y a pas 50 données, mais il y a quand même un petit calcul à faire et à pas se rater, puisque il y a des cases un petit peu à respecter, le loyer, les charges, les honoraires de l'agence. On n'a pas mentionné peut-être, mais il y a des garanties de loyer impayées qu'on peut également retrouver, j'imagine. Peut-être. Alors c'est dans ce contrat-là qu'on trouve les garanties de loyer impayés ou pas spécialement? Dans le bail, non, le locataire est pas tellement concerné. Okay. C'est plutôt dans le mandat de gestion. D'accord. Donc le contrat qui nous unit au propriétaire, où là on va déterminer si le propriétaire souhaite être couvert par la garantie des loyers impayés. Ok, donc c'est le propriétaire qui, sur son loyer, sur ce qui lui revient, décide ou pas d'imputer une garantie éventuelle. Exactement. Ok. Donc le locataire finalement, lui, n'a pas de moyen de savoir si le logement est assuré. Non. D'une certaine manière, ce qui est plutôt positif, j'imagine, parce que si on disait à nos locataires, tous vos appartements sont, ne payez pas, il y a pas de problème, les copains. Les gens pas pensé, mais c'est vrai. Les gens paieraient, ça n'a pas de lien, mais certains se diraient, bon attends, malgré tout, il est couvert. Ouais, bon, après, ça. Mais moi, je pense que c'est pour ça qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui est inscrit sur le bol. Ça tient la route. Ça tient la route. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans notre petit bail? Alors là, ensuite, on a le montant de la garantie, dépôt de garantie.
Ça a changé aussi, ça, dans les années. Maintenant, c'est plus aussi cher qu'avant, je crois. C'est 1 mois, non? Alors maintenant, c'est 1 mois sur un bail de location nue comme celui-ci. Ok. Et on peut demander 9 mois. C'est un peu cher. On peut demander 2 mois de loyer pour un bail meublé. Pour un bail meublé, oui, parce qu'ils considèrent qu'il y a de l'équipement et du mobilier. Ça a du sens. C'est vrai que les dommages peuvent être plus importants dans le sens où il n'y a pas que les murs, il y a aussi de l'ameublement, pardon. Ce qui veut dire qu'on reprend mon exemple de tout à l'heure, j'ai mon appartement à 800 €, donc je vais payer mes 800 € de loyer, charges comprises. C'est votre travail de répartir tout ça. Moi, je m'en fiche, j'ai payé mon loyer, tout va bien. Quand je vous remets les clés, vous m'avez demandé de faire un virement de 800 €. J'imagine, alors, là, je fais la réponse du professionnel, mais pas sur le même compte bancaire. J'imagine sur un compte qui est vraiment dédié. Exactement. Qui est garanti. Ce qu'on appelle le compte séquestre. En quoi est-ce important d'avoir un compte séquestre alors? Déjà pour avoir l'autorisation légalement de récolter ce dépôt de garantie. Ok. Donc c'est condition de base. De toute façon, si vous avez un compte séquestre, déjà c'est quand même un bon signe. Si votre agent immobilier vous dit qu'il n'en a pas. En fait, c'est qu'il est administrateur éventuellement, mais il n'est pas agent immobilier. D'accord. Ok. Donc nous, on est agent immobilier, nous, c'est ça? On est agent immobilier. Beau gosse. Bien. Bon, je m'en doutais, mais... Ok, donc nous, on a notre petit compte séquestre, et surtout, c'est que cet argent, il est assuré également. Ça veut dire que on a notre assureur qui, alors, il nous fait payer, bien sûr, parce que j'imagine que les assureurs, ils nous l'offrent pas. Après, si vous avez des copains assureurs qui m'écoutent, là, venez nous voir. Mais en tout cas, ça, compte séquestre, garantie financière, ce sont des garanties que nous, on se doit d'avoir, bien sûr. Et qui rassurent tout le monde. Tout à fait. Ok. La partie honoraire, est-ce qu'on peut la décortiquer un petit peu? Donc, si je dis pas de bêtises, moi, dans mon esprit, il y a 2 choses que l'agent facture. Il y a la partie la rédaction du bail, tout ce contrat qu'on est en train de t'expliquer. Et après, il y a la partie état des lieux. Parce que la partie état des lieux, c'est effectivement quelque chose qui se fait physiquement. Donc, les honoraires, généralement, de l'agent, c'est d'une part les papiers, la paperasse, exactement, plus une intervention physique qui est cet état des lieux. C'est bien ça? Alors là, tu parles des honoraires que le locataire et le propriétaire règlent à la mise en place du bail. C'est ça. C'est ça. Alors là, par exemple, dans l'exemple que j'ai sous les yeux, le montant des honoraires s'élève à 215 €. Bon, là, on était sur quelque chose de raisonnable. 215 € qui sont décortiqués de la manière suivante. On a 131 € de facturés pour la visite, la constitution du dossier, la rédaction du bail, et 84 € pour la réalisation de l'état des lieux. Pardon. Ok, oui, donc c'est très correct en plus. Alors j'imagine effectivement pas la villa avec 3 piscines. Là, on était plutôt sur un Là, on studio. était sur une petite surface, effectivement. Et en fait, souvent, la manière de fonctionner, c'est les honoraires sont équivalents à 1 mois de loyer, répartis à 50-50 entre le propriétaire et le locataire. Ok, donc le locataire, le premier mois, va payer 50% de plus. Et j'imagine que le propriétaire, on lui déduit... de son premier versement. De son premier versement. Donc ça, c'est plutôt sous pour lui. Donc si on résume un petit peu tout ça, finalement, le bail, comme tu le disais tout à l'heure, c'est assez simple. C'est qui loue à qui, qu'est-ce qu'on loue, de manière très précise. C'est-à-dire qu'on peut pas dire oui, il y aura le garage, et puis finalement, quand vous signez le bail, s'il n'y a pas le garage, non, en fait, on vous l'a pas loué. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Le prix, avec des charges qui sont clairement établies. C'est-à-dire qu'on peut pas vous envoyer une facture en vous disant non, le loyer était de 800 €. Voilà, j'ai payé 800 € de charges comprises. Pourquoi je reçois un appel de fonds de 150 € par mois? Non, normalement ça n'arrive pas, ça ne peut pas arriver. Alors voilà, attention, ça n'arrive pas. Alors je pense qu'avec les agences immobilières, on est tous des gens très sérieux, donc ça n'arrive pas. Pour les locataires qui ont de mauvaises surprises avec des propriétaires en direct, c'est vrai qu'il faut être vigilant. Puisque si le propriétaire décide de faire une régularisation de charges à la fin de l'année, c'est possible. Il faut que ce soit prévu dans le bail, pardon. Oui, c'est-à-dire que il s'attendait pas forcément il avait pas forcément un coût, il s'était planté dans son coût ou peu importe, mais en gros, ce qu'il a appelé à son locataire et la réalité, il y a une différence significative. Il peut régulariser si il l'a prévu en amont dans le bail. D'accord. Et ça, effectivement, ça change un petit peu la donne. Ok. Est-ce que généralement, de toute façon, même dans un bail meublé, c'est rare d'avoir l'électricité, tout ça. Généralement, ça, ces contrats,
est-ce qu'on peut les inclure? Si le propriétaire dit, moi, je veux faire une offre tout comprise à mes locataires, je veux leur mettre l'électricité, je veux leur mettre Internet, peut-être, je pense aux colocations, est-ce que ça, c'est quelque chose de possible? Tout à fait, on peut l'inclure. Alors, ça plaît beaucoup dans les colocations, ça se fait aussi de manière générale pour les étudiants. Oui. C'est vrai que c'est rassurant pour les étudiants, pour les parents, qui sont souvent garants. Voilà, on signe le bail, l'électricité est comprise, l'eau, parfois même la Wi-Fi, enfin la box Internet. Est-ce qu'on peut mettre une réserve en disant, attendez, on va calculer quand même de manière raisonnable, on va pas serrer la ceinture, mais de manière raisonnable, ok, on va vous donner tant de kilowatts. Par contre, si vous avez la consommation de Fukushima dans un studio, à un moment donné, il y a un problème, quoi. Exactement. On va prévoir, je dis une bêtise, 100 € de charge. Ces 100 € sont divisés de la manière suivante. 30 € d'électricité, 70 € de gaz, je dis une bêtise, avec une clause disant qu'on régularise une fois par an. Au bout d'un an, on fait le point. Si ils se sont chauffés à 40 degrés, comme j'aimerais beaucoup le faire en ce moment, pendant un an, ça coûte cher et c'est plus 70 € par mois de gaz, ça va être 100. Si le propriétaire l'a prévu dans le bail, il pourra régulariser et demander Oui, ce remboursement, ce prorata, voilà, exactement. ce rattrapage. Exactement. Alors, c'est un petit peu le dernier point qu'on voulait aborder, c'était justement donc les avantages de passer par une agence immobilière pour assurer cette location et cette gestion locative. On a donné un petit peu des réponses indirectes. Je pense que vous vous rendez compte qu'il y a quand même pas mal de petites étapes où il faut être vigilant. Est-ce que pour toi, voilà, les 2-3 points clés, les 2-3 arguments phares, quels seraient-ils pour convaincre voilà, nos auditeurs de nous appeler et de nous confier la gestion de leurs biens? Alors, la raison principale, c'est la tranquillité. Ça me plaît. Alors, est-ce que c'est une vraie tranquillité? Est-ce que tu vas m'appeler pour me dire, Romain, il y a ci, il y a ça, il y a tel problème? À quel moment je pourrais te déranger? Est-ce qu'il y a des cas de figure quand même où, alors si l'immeuble a brûlé, bon, j'imagine que je serai au courant. Ça, il y a un peu de chance que effectivement, tu seras au courant. Mais mettons mon chauffe-eau a claqué et ça on l'a anticipé. Je te dis non, mais moi si mon chauffe-eau claque, voilà, je vais juste pas vous embêtez pas, mais faites-moi un mail, faites-moi un devis, je vous dirai oui ou non, mais est-ce que je vais devoir m'en occuper, aller faire des devis, aller changer le truc? Non, alors on assure le suivi des réparations, des sinistres. En revanche, c'est vrai qu'on pourra t'embêter si, je te dis une bêtise, dans notre mandat de gestion, on va prévoir un plafond, disons 200 € de travaux, en deçà duquel on ne te prévient pas. C'est-à-dire que dans ton exemple, le chauffe-eau casse, la réparation coûte 150 €, on a ton autorisation pour intervenir sans t'embêter, on gère. Si la réparation coûte 500 €, là on va t'appeler, est-ce qu'on t'envoie un devis, 2 devis, tu valides ou pas? Si c'est l'été, je dirais non, c'est bon, il fait chaud, ils n'ont pas besoin d'eau chaude quand même. Moi, je veux que ce soit Jean-Pierre, mon locataire. De toute façon, comme ça, j'aurais pas de problème. Moi, il me dit que tous les matins, il se baigne dans le lac du Bourget pour se laver. Alors, si vous voyez un petit gars. Il y en avait qui se baignaient tout ça. Ah, non, mais moi, je le vois souvent le matin, Jean-Pierre, dans le lac. Donc, je me dis, bon, à quoi bon changer de chauffe-eau? C'est vrai. Voilà. Ah, mais on comprend bien sûr on se doute bien que passer par une agence, c'est s'éviter tout un tas de démarches, tout un tas de problèmes, tout un tas, j'imagine, surtout de communication, de rappel, de ci, de ça. Donc ça, c'est quand même déjà quelque chose d'assez intéressant. J'imagine que c'est exponentiel avec le fait que si vous avez une vie déjà assez chargée, si vous n'habitez pas sur place, bon forcément ça multiplie les contraintes et que finalement cet intermédiaire est plutôt le bienvenu. C'est ça. Et souvent, d'ailleurs, les propriétaires, encore aujourd'hui, font l'expérience de gérer leurs biens dans un premier temps. Et puis le ras-le-bol prend place. Un petit peu comme à la vente, quand certains propriétaires, certains y arrivent, il n'y a pas aucun mal à ça, au contraire. Mais on sent que ceux qui ont fait l'expérience, les curieux, les faux appels, les lapins, je pense que la mise en location est une étape qu'ils doivent gérer, qui peut-être doit les fatiguer, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'appels, le roulement, le changement de locataire, ça peut être usant quand on a une vie à côté, tout simplement. Puis surtout dans les petites surfaces, encore quand vous louez une maison familiale, les gens restent 3, 4, 5 ans, que ça se passe bien, on va pas se mentir, c'est assez facile entre guillemets. Par contre, quand c'est des studios T2, ce qu'on appelle un peu des biens un peu plus liquides, forcément ça brasse. Si ça change 1 fois, 2 fois par an, bon, au bout d'un moment, on se dit qu'on a fini. 6 mois après, faut recommencer. C'est ça. C'est effectivement ok. Écoutez, ça a été
challenge de résumer un petit peu la vie d'un service location en 40 minutes, mais en tout cas, voilà, c'est passé très vite. On n'a pas forcément essayé d'aborder tous les sujets, mais on y reviendra. On fera une petite enquête en ligne, voir quel thème vous seriez intéressé qu'on développe un petit peu plus. En tout cas, voilà, Maud, merci d'être venu. Pas de souci. Et puis, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour une nouvelle édition de l'émission. Et puis, restez bien sur les ondes de Radio Gros Lac, puisque dans un gros quart d'heure maintenant, votre émission sportive 921 Partez, qui revient, bien sûr, en direct. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac.